Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec une grande réunion de présentation. Le Conseil stratégique pour l'attractivité a rendu son rapport d'activité 2011-2012. Nous nous rendrons à l'hôtel Columbus pour assister à une conférence organisée par la Chambre de développement économique. Nous assisterons à une rencontre entre auteurs et lecteurs dans le cadre du marathon de lecture. Et enfin, nous terminerons en musique. Nous irons à l'église Saint-Charles pour un concert spirituel. Le Conseil stratégique pour l'attractivité vient de rendre son rapport d'activité 2011-2012. Une grande réunion de présentation était organisée ce mardi, l'occasion de dévoiler les grandes lignes de la campagne de communication « Un rôle à part dans le monde », les explications de Patricia Navarro. Au mois de mai 2011 était officiellement créé par ordonnance souveraine le CSA, le Conseil stratégique pour l'attractivité, une structure destinée à appuyer la politique gouvernementale volontariste en matière de développement de l'attractivité économique de la principauté. Ce conseil accueille en son sein des représentants du secteur public et du secteur privé, répartis en 5 commissions représentant les 5 piliers de l'économie de Monaco. Le ministre d'État, qui est également le président du CSA, vient de rendre public le rapport d'activité 2011-2012 et depuis plus d'1 an, un important travail a été accompli et des mesures concrètes en ont découlé. Nous avons très concrètement évoqué des sujets précis comme l'amélioration de l'accueil, le plan d'accueil global de la principauté que nous sommes en train de mettre en place avec non seulement dans l'administration mais aussi avec les entreprises privées, avec les commerces, les hôtels, les restaurants. Henri Fissor coordonne ce travail de réflexion. Nous avons aussi évoqué l'amélioration des formalités pour s'installer à Monaco, la mise en ligne de 2 nouveaux formulaires. Je m'installe à Monaco, je demande une carte de résident. Et ça a été l'occasion aussi de saluer l'initiative du Monaco Welcome Business Office avec la rédaction d'un petit livret rouge en français ou en anglais ou en italien qui décrit tout ce qu'il faut savoir pour s'installer à Monaco. Et enfin, dernier point abordé ce matin, l'attractivité liée à l'excellence de la santé dans la principauté. Stéphane Valéry et Henri Fissor réunissent autour d'eux un certain nombre de responsables médicaux de la principauté, le directeur du centre hospitalier, évidemment Princesse Grace, mais aussi le centre cardio-thoracique, l'IM2S, pour essayer de mieux être attractif en termes de santé. Autre point majeur de la politique d'attractivité, une vaste campagne de communication. Lancée en 2010, elle va trouver un nouveau prolongement dans quelques jours. Après la presse dite papier, il y a 2 ans, c'est cette fois le domaine de l'audiovisuel qui est visé, avec notamment un prestigieux diffuseur, CNN, qui dédiera une semaine entière à la principauté dans le cadre de son programme Outlook. Nous sommes maintenant dans une campagne où nous essayons de montrer ce qu'est la réalité de la principauté de Monaco. Et la principauté de Monaco, c'est un des rares lieux dans le monde où autant de talents se croisent, qu'ils soient monégasques ou qu'ils soient internationaux. Maintenant, si je devais définir cette campagne en 3 mots, c'est plus de contenu, plus de digital, plus d'international. Plus de contenu, c'est-à-dire qu'on est passé d'une représentation cartographique, papier, à des films, d'accord, qui sont qu'on pourra découvrir et qui sont des très beaux films, très intéressants, et qui montrent cette capacité de Monaco de travailler partout dans le monde avec des talents partout. Ensuite, plus de digital, c'est-à-dire que nous sommes vraiment rentrés dans l'ère digitale, et ceci fait écho à la stratégie digitale du gouvernement, avec le lancement des chaînes, avec Monaco Channel, et puis plus d'international, parce que je crois que c'est ça qui est très important dans la campagne qui se lance actuellement, c'est ce partenariat exclusif, très intéressant avec CNN. Monaco playing a special role in the world. Ce nouveau volet de la campagne de communication, un rôle à part dans le monde, sera officiellement lancé le 15 octobre prochain, alors que le Conseil stratégique pour l'attractivité va poursuivre quant à lui ses missions de réflexion, suivies de la formulation de propositions pour donner des indications très concrètes sur la route à suivre en matière de développement de l'attractivité. Des débats pourraient aussi être organisés avec des personnalités extérieures à Monaco, des grands patrons d'industrie ou des prix Nobel, qui pourraient ainsi apporter leur vision, avec toujours comme but ultime de bâtir le Monaco de demain.
Et en bref, dans l'actualité, comme chaque année s'est tenue à la fin du mois de septembre, la traditionnelle Assemblée générale de l'ONU à New York. Le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures conduisait la délégation monégasque. Il a à ce titre pris la parole à la tribune des Nations Unies. José Badia a également assisté à une réception donnée par le président des États-Unis en marge de cette Assemblée générale. La gestion des talents, voici le thème d'une conférence qui était organisée ce mardi par la Chambre de développement économique. Une conférence en partenariat avec EMI Conseil qui s'est déroulée à l'hôtel Columbus. Plus d'explications avec Fabien Bonilla. Un séminaire le temps d'une matinée. Une quarantaine d'entrepreneurs de la Principauté y a participé ce mardi. La gestion des talents dans son entreprise. 3 spécialistes sont intervenus pour développer ce sujet. My Marketing Manager, EMI Conseil et HRMS Consulting, 3 spécialistes de la Principauté. L'objectif de ce séminaire, c'est au niveau de la CDE, c'est de montrer qu'on a des compétences ici à Monaco, avec les sociétés qui sont intervenues ce matin, et que très souvent, enfin du moins souvent, on va chercher de la compétence à l'étranger, proche ou beaucoup plus lointaine, et nous avons les sociétés ici qui œuvrent entre autres dans le domaine des ressources humaines et du coaching. Nous avons les sociétés monégasques qui sont sur place, et le but du jeu, c'est de faire passer ce message et d'avoir des testimoniaux de DRH. Un thème capital pour un directeur d'entreprise ou un directeur des ressources humaines, comment gérer les talents dans son entreprise, comment motiver les forces vives au sein de sa société. Première étape, avant de gérer les talents, il faut d'abord les dénicher. On peut effectivement les identifier par différents moyens en interne, donc notamment le manager qui est le premier témoin du talent puisqu'il est au contact quotidien avec eux. Donc ça peut passer par des échanges réguliers avec le collaborateur, arriver à bien identifier quelle est sa formation, quelle est son expérience professionnelle, quelles sont ses attentes également en termes d'avenir, ses souhaits, son ambition, son souhait de mobilité, et de pouvoir voir s'il a une certaine vision de son avenir et de quelle manière il veut collaborer au sein de l'entreprise. Deuxième étape, après avoir trouvé les talents dans sa société, il faut les garder et les motiver au quotidien. Ce qui est nécessaire, c'est de le former, de le développer et de lui montrer constamment qu'on compte sur lui et qu'on le fait évoluer pour son bien à lui, mais aussi pour le bien de l'entreprise. Je crois que la situation en fait gagnant-gagnant, c'est ce qui est important dans une entreprise. Il ne faut pas non plus arriver dans une situation où seulement l'entreprise se sert entre guillemets du collaborateur pour son propre développement, ou alors le collaborateur qui se sert de l'entreprise pour son propre développement. Je crois que la situation gagnant-gagnant est un équilibre qui permet de faire en sorte que tout le monde grandit dans cette aventure et tout le monde en fait y trouve son compte. Et pour clore ce séminaire, de la SBM Offshore à Monaco Télécom en passant par la CFM, 3 entrepreneurs de la Principauté ont fait part de leur expérience concernant la gestion des talents au sein de leur entreprise. Après le thé littéraire, c'est la rencontre avec les auteurs qui a eu lieu ce lundi à la bibliothèque Notari. Dans le cadre du marathon de lecture, lecteurs critiques mais aussi collégiens se sont retrouvés afin de poser des questions sur les différents ouvrages. Un reportage de Léa Bellante. Les questions s'enchaînent et les auteurs répliquent. Cet été, les lecteurs de la Côte d'Azur et de Monaco ont lu 5 ouvrages. Organisé dans le cadre de l'attribution du prix littéraire et de la bourse de la découverte, le marathon de lecture associe le public à l'action de la Fondation Prince-Pierre. L'occasion pour les lecteurs de la bibliothèque Notari d'échanger et de débattre des ouvrages avec les auteurs. Je trouve que c'est formidable d'avoir un auteur en face de soi et de pouvoir enfin le questionner. Parce que toute ma jeunesse, j'ai lu des romans et je me suis dit, il faut quand même que j'ai une réponse à mes questions. Là, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir questionner directement l'écrivain et de voir si ce qu'on a lu correspond à ce qu'il a écrit, ce qu'on a compris. Pour la première fois, les élèves du collège Charles III de Monaco ont eux aussi participé à cette rencontre avec les auteurs. Pendant les vacances, ils ont notamment lu et réalisé une critique du livre Immortel enfin de Pauline Dreyfus. Élèves et professeurs attendent plusieurs choses de cette petite réunion. Des explications sur la motivation de l'écriture de ce livre. Pourquoi avoir choisi ce sujet et pas un autre. Une découverte d'une lecture nouvelle, puisque justement l'écrivain n'est plus simplement une personne immatérielle, mais c'est une personne que l'on peut voir, à qui on peut poser des questions et à qui on donnera le livre à dédicacer. Le conseil littéraire remettra un prix de 15 000 € pour le lauréat du concours du prix littéraire et 12 000 € pour le vainqueur de la bourse de la découverte.
L'archevêché de Monaco présente l'année de la foi. Monseigneur Barcy présidait ce mardi une conférence de presse afin de présenter les manifestations d'octobre 2012 à novembre 2013. Plus d'explications avec Frédéric Elion. Dans 12 jours, l'année de la foi débutera en principauté, une année voulue pour l'Église universelle par le pape Benoît XVI, afin de marquer le 50e anniversaire du Concile Vatican II et le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique. À cette occasion, de nombreuses activités seront organisées tout au long de l'année. Elle commence le 13 et le 14 octobre, c'est-à-dire au cours des messes paroissiales. Les chrétiens recevront une veilleuse avec la lumière de la foi, et diront ensemble leur « Je crois en Dieu », c'est-à-dire ils témoigneront de leur foi. Il y aura à la fin du mois de novembre et au début décembre un colloque sur le Concile Vatican II pour permettre de connaître un peu ce concile. Ensuite, il y aura la veillée écuménique qui se tient chaque année pendant le Festival international du cirque au chapiteau de Fontvieille, un pèlerinage à Rome qui est prévu au mois d'avril. Nous avons aussi des groupes de partage qui vont se mettre en place dans les paroisses, les mouvements, les services, pour réfléchir sur les textes du Concile, pour se les approprier, pour les comprendre davantage, et ensuite pour mieux vivre sa foi. Monseigneur Barcy rencontrera d'ailleurs le Saint-Père à Rome en avril lors d'un pèlerinage, l'occasion de faire le point sur la vie du diocèse de Monaco et de relancer une invitation au pape pour une éventuelle venue en principauté. La Maison de l'Amérique latine propose une exposition de peinture, l'artiste et sa muse, signée Elisheva Copin. Cet artiste puise ses idées au travers de la vie et du quotidien. Un reportage de Ruben Selam. Elisheva Copin et la Maison de l'Amérique latine, c'est une histoire qui dure. C'est en effet la 7e fois que l'artiste expose ses œuvres dans cet établissement, une habituée des lieux dont la passion pour la sculpture ne date pas d'hier. J'ai commencé à avoir l'instinct de toucher la terre presque depuis que je suis née. C'est-à-dire à partir de l'âge de 5-6 ans. À 7 ans, je commençais à faire des sculptures. Je prenais de la terre dans le jardin. Je prenais tout ce qui me tombait sous la main, des blocs de savon, des morceaux de bois. C'était un besoin inné. Pourtant, personne dans la famille ne faisait ça. Et moi, j'avais besoin de faire de la sculpture. Dans l'art, ce n'est même pas vendre. Hein. C'est la création qui nous touche à un lieu au plus profond de nous qui nous rend heureux. Pour réaliser ses œuvres, l'artiste s'appuie sur les sentiments de l'être humain et ne jure que par un mot pour décrire sa touche personnelle. C'est d'être authentique, parce qu'il n'y a pas de recette pour faire de la bonne sculpture. La seule recette, c'est rendre la matière inanimée vivante. Il n'y a qu'en étant authentique qu'on arrive à faire ça, il n'y a pas de recette. L'art, c'est le reflet de la vie psychique de l'artiste. Je trouve mes sources, à chaque fois, il y a une période différente. Là, actuellement, là, celle-ci, c'est l'artiste et sa muse. Je cherche quelles sont l'origine secrète, profonde de la création. Et bon, j'imaginais l'artiste qui est l'être fort, puissant, qui semble puissant. La muse qui est toute petite, qui est féminine, mais en réalité, c'est la muse qui domine, puisque regardez, l'artiste est suspendu à son regard. C'est ma recherche actuelle, les secrets de la création. L'exposition a débuté le 19 septembre et vous avez jusqu'au samedi 6 octobre pour découvrir les sculptures d'Elisheva Copin. Et toujours en bref dans l'actualité, il ne vous reste que 15 jours pour découvrir l'exposition dit Littoral Zone signée Mark Wynne. Le musée océanographique vous invite à pousser ses portes pour contempler une dernière fois la 60aine d'œuvres de l'artiste. Et pour les amateurs de belles montres, sachez qu'une toute nouvelle boutique Rolex a ouvert ses portes. Une inauguration qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Musique classique et allure futuriste, la fête était de mise ce lundi soir en bas de la place du Casino. Et terminons ce journal en musique. Après un lancement de saison réussi, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est produit à l'église Saint-Charles. Un concert spirituel exceptionnel auquel José Sacré assistait. Dimanche 30 septembre 2012, l'après-midi en l'église Saint-Charles à Monaco, premier concert spirituel gratuit donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, une initiative du chef référent de l'ensemble, Gianluigi Gelmetti. Pourquoi? Je ne sais pas. D'abord parce que moi je suis un catholique. Et comme Monaco c'est un pays catholique,
Et je trouve que c'est important de penser à ça. Donc, les concerts spirituels, il faut les faire. Donc, vous voyez, avec cette saison que nous faisons, on répond, si vous voulez, à tout ce qui peut être la mission d'un orchestre. Un orchestre, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il a d'abord une mission à l'extérieur. C'est un peu un ambassadeur de ce qu'on fait à Monaco. Et après, tout ce qui est les choses qui sont importantes, parce qu'on est un orchestre qui s'est engagé dans un pays. Et ça, c'est toujours très fort. Il ne faut pas oublier ça. Donc, un orchestre de Monaco. Donc, on a des devoirs aussi vers la population de Monaco. Placé sous la direction de Paolo G. Carbone, avec en soliste la harpiste de l'orchestre Sofia Stekeler, la soprano Gabriela Costa, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Gabrieli, Schubert et Debussy. Un programme bien choisi pour séduire les mélomanes amateurs de musique sacrée. Mais le pari du grand public n'était pas gagné d'avance. Évidemment, j'étais pas inquiet, mais j'espérais que ça allait comme ça. Non, franchement, c'est le mieux de ce que j'espérais, je dois être honnête, vraiment, parce qu'il y avait des gens partout, l'enthousiasme. Je suis très content, vraiment, très content. On peut dire que tous les publics étaient mélangés. Il y avait pas mal de familles avec des enfants tout petits, qui étaient très sages, qui sont sortis, qui sont rentrés, mais qui étaient là pour la musique. Vraiment, exactement. Il y avait toutes les générations de très jeunes, comme vous avez dit, et ça, c'est important, parce qu'il y avait aussi de nouveaux publics, des gens qui pas nécessairement viennent au concert, des gens qui sont nos fidèles amis du concert, donc c'était au-delà de tous espoirs, je dirais. C'est vraiment... Je n'aurais pas espéré que ça allait comme ça. Espérons que ça continue comme ça, et ça aille encore mieux. Je remercie tous mes collaborateurs, toute la structure de l'orchestre, vraiment. Et l'orchestre a joué très bien, tout le monde s'est engagé au maximum. Vraiment, je suis content, je remercie. Le prochain concert spirituel gratuit donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en l'église Saint-Charles aura lieu le dimanche 23 décembre à 16h. Il s'agira d'un concert de Noël avec la participation du chœur de l'Opéra de Monte-Carlo, du chœur d'enfants de l'Académie de musique Fondation Régnier III sous la direction de Stefano Visconti. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo. Mercredi, quelques nuages sont au programme avec des températures allant de 17 à 24 degrés. Jeudi, belle journée en perspective avec un thermomètre légèrement en hausse. Vendredi, poursuite du beau temps avec un mercure pratiquement identique. Et enfin, samedi, un début de week-end ensoleillé parsemé de quelques nuages avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, retrouvez les films projetés cette semaine en salle grâce au magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.